est assez facile de prendre par surprise l'être humain, actuellement dénué de prédateurs naturels, si ce n'est son semblable, et handicapé par tous ses jouets, ses constructions mentales et le confort de son habitat. Ian McEwan. Première partie, la fête costumée. Chapitre 1, Édith. Les mains invisibles. Le jour où Serge s'est jeté du haut de la falaise, nous avons tous été pris au dépourvu. Plus tôt dans l'après-midi, j'avais pensé à lui. Nous n'avions pas toujours été très gentils, moins encore compréhensifs. Mais nous étions à cet âge où une trop grande empathie, même pour un ami, risquait de nous mettre en danger, nous affaiblir dans nos sentiments et certitudes. Observant les abeilles et les bourdons qui butinaient les fleurs du romarin exubérant, je m'étais remémoré une soirée que nous avions organisée au milieu du printemps. L'ennui commençait déjà à gagner certains d'entre nous. Pour mettre un peu de piment, nous avions décidé d'un thème. C'était Georges qui avait proposé celui de l'abeille. Tout le monde s'était enthousiasmé et puis à la perspective de mourir de ridicule probablement, les uns après les autres s'étaient déballonnés. Nous étions encore un peu fous à croire, mais raisonnablement. Nous avions choisi de nous retrouver chez Germain. Il possédait une maison avec un beau jardin en terrasse, sur la pente douce d'une colline. Je ne parvenais pas à deviner s'il avait été informé du projet qui risquait fort de lui pourrir la vie. Serge était arrivé plus tard. Nous étions déjà presque tous autour de la piscine. Le soleil s'était couché et un rossignol chantait par intermittence. Comme Germain n'avait pas pris la peine de réparer le lampadaire, nous étions éclairés par la seule lumière du bassin, de sorte que nous avions un aspect bleuâtre et liquide. Tout le monde avait oublié qu'il avait été question un jour d'une fête costumée, à part Serge que personne n'avait jugé bon de prévenir. Ainsi donc apparut-il déguisé en abeille, les bras chargés de tournesol. Si à cet instant-là, Marc avait lancé une plaisanterie, aussi mordante fut-elle, cela aurait peut-être détendu l'ambiance. Un grand silence se fit, et j'eus l'impression qu'un fluide glacé me coulait sur la peau. Nous avions été désinvoltes et il était cruel que ce soit à nouveau le même qui en subisse les conséquences. Serge aurait pu tourner la situation à son avantage, Marc aurait lui saisi l'occasion de signifier notre manque de courage et marquer outrageusement sa différence. Mais Serge n'était d'une nature ni querelleuse ni prétentieuse. Il posa les tournesols sur une table basse, nous considéra tour à tour et puis, sans rien dire, partit s'asseoir sur les marches qui conduisaient à la terrasse supérieure. Habillé avec élégance, mais de manière somme toute très conventionnelle, je m'étais senti aussitôt, paradoxalement, anormal. Le costume de Serge était très réussi, mais personne, bien sûr, n'osa le complimenter. La gêne était d'ailleurs si grande que nous aurions été incapables d'avouer que nous étions désolés. Que pensait-il de tout cela, lui? Son visage ne trahissait pas de sentiments douloureux. Difficile de se sentir à son aise lorsqu'on a, à la périphérie de son regard, traversé sans doute par des pensées pénibles, une abeille de près de 80 kilos. Serge aurait pu repartir, ou demander à Germain s'il pouvait lui prêter des vêtements et se changer, mais il se contenta de rester là sans bouger. Germain assuma cependant son rôle d'hôte. Il se dirigea vers la table où était posé le saladier de punch et remplit un gobelet en carton qu'il apporta à Serge. Germain demeura le bras tendu un instant et puis, finalement, posa le gobelet sur une marche. Lorsque Garance se mit à parler, je me dis que nous avions tout de même une capacité inouïe à absorber certaines réalités fâcheuses. Quelques mois plus tôt, Garance avait rencontré une relative notoriété grâce à plusieurs documentaires qu'elle avait écrits pour une chaîne de télévision à vocation scientifique. C'était sûrement l'expérience la plus exaltante qui lui avait été donnée de vivre. Elle avait littéralement changé sa vision du monde. Depuis lors, Garance ne parlait plus des plantes qu'en termes très discutables. Selon elle, il existait une forme végétale supérieure comme il existe une forme animale supérieure. Certaines plantes étaient intelligentes et éprouvaient même des sensations. Un sourire moqueur au coin des lèvres, Marc écoutait Garance avancer ses arguments. À cet instant, pour étayer son analyse, elle évoquait une expérience toute récente. L'événement s'était déroulé dans son jardin potager. Il se trouvait qu'une courge avait échappé l'été dernier à sa vigilance. Elle avait poussé comme en douce, puis grimpé dans les arbres, et Garance ne s'était aperçue de sa présence que lorsqu'elle avait atteint plusieurs kilos. De son point de vue, cela prouvait deux choses. D'une part, les plantes étaient imprévisibles, d'autre part, cette courge-là s'était comportée d'une façon suspecte, comme si elle désirait se cacher ou fuir. Marc sortit alors de son silence,
pour conseiller à Garance de changer de lunettes. Elle lui rétorqua qu'elle n'en portait pas et il insista, c'était peut-être donc le moment de consulter. Marc, c'était une autre aventure. Nous savions tous d'où lui venait son penchant cynique. Il avait partagé avec Sophie l'amour, un intense amour, et un idéal, un louable idéal. Et puis Sophie avait décidé de mettre ses idées en pratique, choisi une forme d'engagement plus politique, et du même coup rencontré d'autres idéalistes, parmi lesquels s'était révélé soudainement le nouvel élu de son cœur. Sophie mettait toujours la barre plus haut, si haut que nous ne l'interrogions plus. Elle avait disparu du paysage, ce que nous pouvions considérer comme un paradoxe. Depuis, Marc se complaisait dans le dénigrement et aimait à laisser croire qu'il ne croyait plus à tout ce quoi il avait cru. Il avait défendu l'idée que les humains étaient indissociables de la nature, que celle-ci ne pouvait exister sans eux, et aujourd'hui il affirmait le contraire, jugeant que les humains constituaient pour la nature son aspect le plus négatif, dont il serait bon qu'elle puisse se passer. C'était, parmi ses nouvelles convictions, la moins déplaisante. Cette forme de dépit était parfois agaçante. Germain avait forcé sur le rhum et j'appréciais les effets de l'ivresse qui me gagnait peu à peu. J'aurais bien aimé que Serge se ressaisisse, j'en arrivais à vouloir le secouer. Il n'était pas le seul que j'aurais dû secouer. Georges était installé dans le transat à côté du mien et observait du coin de l'œil Elsa qui, assise sur la margelle, faisait aller et venir d'un air mélancolique, pieds et chevilles dans l'eau bleue. Georges était dans l'évidente posture de l'homme qui attend le bonheur et commence à croire que jamais il ne se présentera, ou qu'il s'est déjà présenté pour ne lui laisser que les miettes. Les sentiments qu'Elsa nourrissait à son égard étaient sans doute sincères, mais il ne semblait pas devoir l'emporter sur un désir de liberté que je qualifiais de forcené. Il y avait Arnaud aussi, le compagnon légitime. Arnaud était steward pour une compagnie aérienne low cost. Basé dans une grande ville du Sud, il était rarement parmi nous. Ses visites s'étaient peut-être même espacées. Georges attendait qu'Elsa se décide en sa faveur, et elle ne se décidait pas. La situation nous mettait un peu tous dans l'embarras, selon les moments et les circonstances. Si cela se trouvait, Serge n'était pas affecté au point que je le supposais. Il adoptait fréquemment cette attitude qu'on aurait dit parfois recueillie. Il paraissait écouter des choses que lui seul était susceptible d'entendre. Sans doute qu'au-delà du malaise initial, dans notre façon de nous comporter avec lui, il y avait la volonté de respecter sa manière d'être. Il m'aurait plu cependant qu'il prenne son gobelet toujours posé sur la marche, ou qu'il ait n'importe quel autre geste montrant qu'il était quand même encore un peu des nôtres. Le rossignol continuait à lancer ses trilles mélodieux, et il y avait aussi le clapotis contre les murs de la piscine, car Elsa ne cessait d'agiter les jambes. Georges la quitta du regard, pencha la tête et me glissa « L'apitoiement sur soi est une émotion désastreuse. » Il pouvait s'agir d'un point de vue lucide sur son état mental du moment, d'une forme de devinette ou des deux à la fois. Georges avait enseigné les lettres américaines à l'université et avait pour habitude d'émailler ses propos de citations d'auteurs. Cela lui permettait de souligner une culture que nous pouvions lui envier, mais surtout de dissimuler ou tourner en dérision ses tourments. Plus tard, s'il était disposé, il me dirait à qui on devait cette pensée profonde. Je me contentais donc de hocher la tête compatissante. À force de brûler d'un feu, il ne reste toujours que les cendres, chaudes et puis froides, me dis-je en moi-même. D'une certaine façon, Garance s'était fait avoir. Elle avait baissé la garde et Marc en avait profité pour enfourcher son cheval de bataille. Des poissons rouges dans un aquarium, voilà ce que nous étions. Et comme nous n'étions pas plus malins, en tout cas pas assez pour changer nous-mêmes l'eau de l'aquarium, nous finirions par étouffer dans nos excréments. Par association d'idées, et à cause du rhum sans nul doute, je me demandais aussitôt si quand Marc se baignait dans la piscine, il lui arrivait de pisser discrètement dans l'eau. Pour le taquiner, j'aurais pu lui dire que fort heureusement, nous avions inventé le chlore, un mal après l'autre, et nous tenions encore bon le cap. À la vérité, nous n'avions aucune raison de le contredire. Il s'enflamma malgré tout. Pour la première fois dans l'histoire de la planète, une espèce provoquait une terrible pollution de l'environnement, bouleversait et même tuait des écosystèmes. S'il y avait bien une espèce envahissante, c'était la nôtre. C'est le moment que Bernard choisit pour apparaître. Il surgit de la nuit, passablement en colère. Il n'avait fait aucun effort, gardant les vêtements qu'il portait sur le chantier dont il avait la responsabilité. Il chercha Serge du regard et le trouva vide sur les marches. Tout à sa colère, il ne parut pas surpris par sa mise grotesque. Il n'aurait pas remarqué un crocodile, gueule grande ouverte dans le bassin. Il le dominait déjà de toute sa hauteur. Il était difficile d'imaginer aujourd'hui que ces deux-là avaient été les meilleurs amis du monde. Bernard brandit un doigt accusateur et hurla à l'abeille « Ça ne se passera pas comme ça, tu peux me croire. » Bernard était tout à fait convaincant. 3 espèces d'abeilles
et 2 de bourdon butinaient les fleurs du romarin, et il n'était pas surprenant que j'aie repensé à cette soirée. Il y avait une incroyable activité dans ce massif. Des lézards chassaient même dans les branches. C'était la première fois que je les voyais s'enhardir de la sorte. Je n'aurais pas été plus étonné si j'avais vu des singes en train de naviguer à la rame au milieu d'un étang. La nature nous surprend et nous subjugue, me dis-je, car elle se révèle un théâtre où les acteurs ne sont pas forcément à leur place et nous ravissent par un certain sens de l'improvisation. Je ne savais pas encore que Serge était mort. J'avais taillé la glycine, je pensais à Garance. Elle n'avait peut-être pas entièrement tort. Tous les ans, les jeunes pousses partaient à l'assaut de ma façade avec ce qui paraissait, une volonté et une obstination telle que j'en étais stupéfaite. Il semblait que la plante planifiait avec méthode une véritable opération de conquête. Malgré la vigilance que j'avais désormais, elle parvenait toujours à m'échapper, rampant sous les tuiles ou s'entortillant autour des gouttières ou dans les arbres alentours. C'est ainsi qu'en quelques étés, elle avait résolument condamné l'accès du petit portail. Si cette glycine avait été capable de s'accrocher aux nuages, elle aurait grimpé aux étoiles. Georges apparut dans le jardin et je compris avant même qu'il n'ouvre la bouche qu'il y avait eu un drame. Serge avait pris sa voiture, roulait jusqu'à la mer et s'était jeté du haut de la falaise. Georges m'annonça les choses brutalement, il ne parvint pas à faire autrement, et puis, comme moi, il resta prostré un long moment. Quand il eut récupéré de l'effort qu'il avait fourni pour m'annoncer l'horreur, il commença à me donner certains détails. Il s'attarda sur la couleur du ciel et de la mer, comme s'il cherchait un dernier moyen de se sauver de la terrible réalité. Une fois au bord de la falaise, Serge avait appelé Elsa pour lui dire où il se trouvait exactement, rien de plus. C'était en soi curieux. Et comme le ton de sa voix avait un peu de la chaleur d'une porte de tombeau qui se referme pour l'éternité, Elsa s'était empressée de prévenir Georges. Il s'était rendu sur place, mais il était déjà trop tard. Serge avait choisi le pire endroit, et Georges ignorait comment, lorsqu'il serait prévenu à leur tour, les services compétents feraient pour récupérer le corps. Car il n'avait pas encore été prévenu ? Ça ne serait vraiment pas facile, poursuivit Georges sans me répondre, aussi bien par la falaise que par la mer, à cause notamment des conditions météo qui se dégradaient. Serge risquait de rester là, dans les rochers, balancé par la houle un petit moment. Bien sûr, mais c'était une question de pure forme, nous nous demandâmes pourquoi il avait fait ça. Nous étions convaincus que Serge n'avait eu besoin de personne pour faire le grand saut. Mais je me sentis obligé de dire que tous, chacun à sa manière, nous l'avions poussé avec nos mains invisibles.